Dans ma propre maison, un mauvais pressentiment m'envahit. Je fis semblant de partir en vacances et observer de loin. Puis, une vieille voisine me prit la main et murmura « À minuit, vous verrez et comprendrez tout ». La chaleur collait à ma chemise quand j'ouvris la porte de mon bureau. Ma main se figea sur l'interrupteur. Quelque chose clochait. Après 40 ans dans cette maison près de Lyon, dont 30 comme juge au tribunal de grande instance, je connaissais chaque détail de cette pièce. Les dossiers sur mon bureau étaient décalés. La chaise mal orientée. Le classeur métallique portait des éraflures fraîches autour de la serrure. Mon cœur tambourinait. Quelqu'un avait fouillé ces papiers méthodiquement, essayant de les replacer. Presque parfaitement. Presque. La serrure portait de minuscules rayures. Travail d'amateur. J'ouvris le tiroir. Tout était là, mais dans le mauvais ordre. Mon testament sous les documents d'assurance au lieu d'être au-dessus. Les relevés bancaires montrèrent des traces de doigts. J'avais 67 ans. Mes 30 ans au tribunal m'avaient appris à faire confiance aux preuves plutôt qu'aux explications pratiques. Le même instinct qui m'avait aidé à démasquer des témoins menteurs hurlait maintenant. La question était « qui ?» Le dîner répondit sans mots. Édouard était assis à ma droite, Euphémie en face. Puis Édouard se racla la gorge. « Papa, as-tu mis à jour ton testament récemment ? Juste pour m'assurer que tout est bien organisé. » Ma fourchette s'arrêta. Je la reposai avec un contrôle minutieux. Je regardais mon fils. Vraiment regardais. Ses yeux se tournèrent vers Euphémie, puis revinrent vers moi. Trop vite. Pourquoi cette question ? Aucune raison, juste de la planification intelligente. À ton âge. Euphémie se pencha en avant. Jacques, nous voulons seulement ce qui est mieux. Avoir une documentation claire protège tout le monde. Je bus une gorgée d'eau. J'avais passé 3 décennies à lire le langage corporel. Sa main gauche serrait sa fourchette trop fort. Je prétendis regarder les actualités après, tout en étudiant leur reflet dans la fenêtre. Tête rapprochée, voix basse. Euphémie toucha le bras d'Édouard. Il pensait que je regardais juste la télévision. Il n'avait aucune idée que je bâtissais un dossier. Cette nuit-là, je restais éveillé. Mon fils, mon propre fils. Le garçon que j'avais élevé, maintenant complotant quoi. La maison valait plus d'1 million d'euros. L'assurance vie, un demi-million de plus. Suffisamment de motivation. À l'aube, je vérifiais le courrier. 3 enveloppes avaient été ouvertes et maladroitement recellées. 2 lettres fiscales manquaient entièrement. L'application de suivi postal les montrait livrées il y a 3 jours. Mes mains tremblèrent en photographiant les enveloppes. Puis, je les stabilisais par pure volonté. Pas de place pour l'émotion. Seulement des preuves. 30 ans à observer des gens mentir m'avaient appris. Tout le monde a un signe révélateur. Celui d'Édouard était toujours dans ses yeux. Il n'avait pas pu soutenir mon regard plus de 3 secondes. Motif ? L'argent. Opportunité. Vivre dans ma maison. Et il pensait que j'étais juste un vieil homme fatigué qui ne remarquerait rien. Je parlais doucement dans la pièce vide. Ils vont apprendre ce que 3 décennies dans un tribunal enseignent. Comment lire les preuves, comment construire un dossier et comment frapper quand ils s'y attendent le moins. Le plan se forma. D'abord, j'avais besoin d'informations. Je devais leur faire croire qu'ils avaient gagné, que j'étais hors du chemin. Ils voulaient que je disparaisse. Bien, j'allais disparaître, mais pas comme ils l'espéraient. 2 jours de planification. Maintenant, assis au petit déjeuner avec Édouard et Euphémie, j'étais prêt à tendre le piège. J'ai réfléchi à ce voyage dans les Alpes. Je vais le faire. 2 semaines, à partir d'aujourd'hui. La fourchette d'Édouard claqua contre son assiette. Aujourd'hui, c'est soudain, je suis retraité. Ta mère voulait toujours voir les montagnes. Je vais enfin le faire pour elle. L'émotion était calculée. Assez vrai pour être crédible. Euphémie récupéra la première. C'est merveilleux, Jacques. Ne t'inquiète de rien ici. Ne t'inquiète de rien ici. Les mots flottèrent comme un aveu. Édouard demanda « Tu es sûr de pouvoir conduire seul ? Long trajet pour quelqu'un de mon âge ?» Je laissai une pointe acérée entrer dans ma voix. Le soulagement sur son visage était presque douloureux. Mon propre fils, reconnaissant de l'opportunité de me voler.
Je passais la matinée à jouer le voyageur enthousiaste. Chaussures de randonnée, carte des Alpes. Mais parmi les fournitures touristiques, j'emballais jumelles avec vision nocturne, carnet de notes, appareil photo numérique. Quand tout fut chargé, Édouard m'étreignit. Son accolade était rigide. Euphémie m'embrassa. Son parfum était cher, récent, acheté avec de l'argent anticipé. Ils se tenaient sur le porche en agitant la main. Au moment où ils pensèrent que je ne pouvais plus les voir, leurs visages changèrent. Le bras d'Édouard entoura Euphémie. Ils célébraient. 30 kilomètres à l'est, pas au nord. Le motel du Dauphiné acceptait le liquide et ne posait pas de questions. Je m'enregistrai sous un faux nom. J'attendis l'obscurité. Puis, je conduisis en arrière par des rues secondaires. Je garai 3 pâtés de maisons plus loin et marchai prudemment. La maison vacante en face de la mienne était à vendre depuis 6 mois. J'avais mémorisé le code. 4732. Le boîtier cliqua. Je trouvai la chambre avant, avec vue dégagée sur ma maison. Chaque fenêtre flamboyait de lumière. J'installai ma chaise, sortis les jumelles. À travers ma fenêtre, je voyais Édouard faire les 100 pas. Euphémie au téléphone. Conversation animée. Mon cœur ne s'emballa pas. Je ressentis cette clarté froide des procès compliqués. Je n'étais plus la victime. J'étais le chasseur maintenant. 3 jours d'observation. Mon dos me faisait mal. Mes yeux brûlaient. Mais mon esprit restait aiguisé. Puis j'entendis des pas sur le porche. La porte s'ouvrit. Je me figeai. Georgette Dubois se tenait dans l'embrasure. Cheveux argentés, cardigan crème. Son expression, pas de surprise, juste reconnaissance calme. Je vous observais les observer, Jacques. Madame Dubois, que faites-vous ici ? Elle entra. La même chose que vous, découvrir la vérité. Elle sortit un carnet. Écriture soignée, date, heure. Un homme est venu mardi après-midi. Costume d'affaires, attaché case en cuir. Il est revenu jeudi. Édouard l'a laissé entrer les 2 fois. Vous êtes certaine ? Je suis peut-être vieille, mais mes yeux fonctionnent bien. Je reculai. Ce n'est pas votre affaire. Votre famille vous vole. Cela en fait l'affaire de tout le monde. Les mots frappèrent comme un verdict. Le silence s'étira. Finalement, qu'avez-vous voulu dire à propos de minuit ? Ils pensent que vous êtes loin. Ce soir, ils feront leur coup. Comment pouvez-vous en être sûr ? Les schémas. Hier, Édouard a transporté des cartons au garage après la tombée de la nuit. Ils construisent vers quelque chose. Elle me regarda directement. Faites-moi confiance. Confiance. Le mot semblait étranger. C'était ma famille, mon échec, ma bataille. Mais Georgette sortait déjà un thermos. 2 tasses, sandwich, s'installant comme si nous avions planifié ce partenariat. Pourquoi faites-vous cela ? Sa voix portait un poids nouveau. Parce que j'ai regardé ma propre fille me voler avant qu'elle ne meure. Je n'ai rien fait. Je ne regarderai pas ça arriver à quelqu'un d'autre. Quelque chose dans ma poitrine se desserra. Ne soyez pas désolé. Soyez prêt, dit-elle en me tendant du café. Quand minuit viendra, vous devrez tout voir clairement. Nous regardâmes en silence le ciel lyonnais devenir orange, puis violet, puis bleu-noir. Ma maison brillait plus fort que les autres. Les heures rampèrent. 22 ans, 23 ans. Le quartier s'endormit, sauf ma maison. À 23h40, Georgette toucha mon bras. Bientôt, à 23h47, des phares balayèrent la rue. Une berline noire tourna dans mon allée. Un homme émergea. Costume d'affaires, attaché case en cuir. « C'est Chavez », murmura Georgette. « Louis Chavez, agent immobilier. » Ma porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe. Édouard l'attendait. Ils disparurent à l'intérieur. Je levai mes jumelles. Georgette leva son téléphone. Documentation, témoignages, construction de dossiers. À travers ma fenêtre, je regardais une réunion commencer à ma table de salle à manger. Euphémie apparut portant un dossier rouge, celui de mon classeur violet. Je photographiais tout. Chavez examina des documents. Des papiers furent signés. Puis, Euphémie revint avec du champagne. Ils trinquèrent, célébrèrent. À 00h45, ils se déplacèrent vers la porte. Nous poussâmes la fenêtre. La nuit porta leur voix clairement.
Si la procuration est légitime, nous clôturons d'ici le 15 juillet. Acheteur offre 650 000 € en liquide. Les mots atterrirent, comme des coups. Procuration, clôture, acheteur. Elle est légitime. Mon père l'a signée il y a des mois, répondit Édouard. Le mensonge absolu. Je n'avais rien signé. Tout est en ordre. Nous avons planifié cela soigneusement, ajouta Euphémie. Planifié soigneusement. Pendant que je leur faisais confiance, ils planifièrent le vol de tout. La porte se ferma. La berline disparut. Je restai à la fenêtre, preuve collectée. Il l'a signé il y a des mois. Je n'ai rien signé. Contrefaçon ? Ça doit l'être. Georgette me regarda. Que ferez-vous ? Le choc était parti. Seule restait une certitude froide. Les laisser penser qu'ils réussissent, puis leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime un juge. L'aube, je n'avais pas dormi. Mon esprit tournait. 650 000 €, 15 juillet, procuration. Savoir qu'ils vendaient ne suffisait pas. J'avais besoin du pistolet fumant, la signature falsifiée, les documents frauduleux. 3 jours à étudier leur schéma. Édouard partait à 8h30. Euphémie faisait les courses mardi et jeudi, 2 heures minimum. Jeudi 6 juillet. Ma fenêtre d'opportunité. Je regardais depuis mon camion. La berline d'Édouard partit à 8h27. 43 minutes plus tard, le SUV d'Euphémie suivit. J'attendis 10 minutes, puis conduisis jusqu'à ma maison. Ma clé tourna. Mes mains tremblèrent. Je me sentais intrus dans mon propre vestibule. La chambre d'amis était devenue le bureau d'Édouard. J'ouvris les tiroirs systématiquement. Dans le tiroir du bas, le dossier rouge. Pas même verrouillé, juste enterré sous des enveloppes. L'arrogance. J'étalai le contenu. Document de procuration daté du 20 mai. Ma signature en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. Proche, mais faux. La boucle sur le J de Jacques ne correspondait pas. Je photographiais tout. La procuration. L'accord de vente avec Richard Beaumont de Paris. Clôture, 18 juillet. Prix, 650 000 €. Puis des pages glissèrent. Email d'Euphémie. Marque, une fois la vente conclue, j'aurai ma moitié. 325 000 €. Assez pour recommencer. Je me figeais. Plan détaillé. Après la clôture, elle prendrait les enfants, quitterait Édouard, déménagerait à Paris. Édouard pense que nous achetons une maison ici. Il ne sait pas que je pars. Mon fils était utilisé. Un outil jetable. Trahison jusqu'au bout. Mais ça ne l'excusait pas. Je photographiais les emails, remis tout en place exactement, et parti. Au motel, j'étalais tout. Téléphone connecté à l'ordinateur. Preuve transférée. L'image était complète. Documentation solide. Le genre qui survivait au contre-interrogatoire. J'appelais Georgette. J'ai tout. Documents, preuves, contrefaçon. Vous êtes entré ? Ma maison, mes preuves. Ils la vendent le 18 juillet. Jack, quelle est votre prochaine action ? Il est temps de construire une poursuite. Je fixai la signature falsifiée sur mon écran. La reproduction soigneuse mais imparfaite. Les dernières traces de douleur brûlèrent en quelque chose de plus froid. Ils avaient fait de moi le chasseur. Le tribunal était maintenant en session. Le lendemain, je m'habillais en costume complet. Bleu marine, cravate conservatrice, chaussures cirées. Dans le miroir, je vis le juge Laurent revenir. Pas le propriétaire confus, l'homme qui avait présidé des centaines de procès. Je rangeai mon dossier de preuves et conduisis au centre de Lyon. Le bureau de notaire de Marguerite Chen. Je la connaissais depuis 15 ans. Professionnelle, discrète. Jacques, j'ai entendu dire que vous voyagiez. Changement de plan. Je glissais un affidavit manuscrit. J'ai besoin que ceci soit notarié. Elle lut lentement. Ceci déclare que vous n'avez jamais signé de procuration. Correct, jamais exécuté, jamais autorisé quiconque concernant ma propriété. Si quelqu'un utilise des documents falsifiés, c'est exactement ce qui se passe. Son expression durcit. Ceci crée un dossier juridique. Vous comprenez les implications ? Je compte sur les implications. Elle tapa la version officielle, me fit signer sous serment, appliqua son sceau. Le coup du tampon résonna comme un marteau.
plusieurs copies imprimées, fondation posée. De là, je conduisis à la Banque du Rhône. Thomas Mercier, directeur de succursale. Nous nous connaissions depuis 20 ans. Jacques, je pensais que vous étiez dans les Alpes. Voyage écourté. J'ai besoin d'un gel formel sur toute transaction immobilière impliquant ma propriété. Un gel nécessite une cause importante. Tentative de vente frauduleuse, document avec autorisation falsifiée. Il fronça les sourcils, doigt sur le clavier. Vous êtes certain ? 30 ans comme juge m'apprennent à reconnaître les signatures falsifiées. Il tapa rapidement. Gel placé immédiatement. Aucun transfert sans vous physiquement présent. Il imprima la confirmation. Désolé que vous ayez à gérer ça. Deuxième barrière érigée. Après-midi, bureau de Catherine Moreau, avocate en fiducie. 15 ans spécialisée dans la protection des actifs. Une fiducie irrévocable est votre meilleure option. À quelle vitesse ? Je peux la rédiger aujourd'hui. Date d'établissement ? Le moment crucial. 15 mai. Elle ne questionna pas. Elle rédigea les documents en 2 heures. Vous ne pouvez pas facilement l'inverser. Vous êtes sûr ? J'ai besoin de protection absolue. Puis-je demander ce qui motive cette urgence ? Disons que j'ai appris que la famille ne signifie pas toujours sécurité. La compréhension traversa son visage. À 16 ans, ma maison existait légalement dans une fiducie irrévocable avec moi comme seule fiduciaire. La procuration falsifiée d'Édouard, datée après, était sans valeur. On ne peut pas vendre une propriété qu'on ne contrôle pas. Le piège juridique s'était refermé avant même qu'il ne le sache. Je payais 3 500 € et retournais au motel. Ce soir-là, je transformais la chambre en salle de guerre. Documents étalés, dossiers organisés. 1. Surveillance et observation de Georgette. 2. Documents falsifiés et analyse de signature. 3. Affidavit notarié et mesures préventives. 4. Déclaration de témoins de Georgette. 5. Fiducie prouvant propriété antérieure à la contrefaçon. Je photographiais tout, fis des copies. Rien laissé au hasard. J'appelais Georgette. Le cadre juridique est en place. Propriété en fiducie. Banque verrouillée. Quand les confronterez-vous ? 18 juillet, à la table de clôture. Pourquoi attendre ? Impact maximum. Les laisser penser qu'ils ont gagné, puis regarder leur monde s'effondrer en public. C'est froid, Jacques. C'est la justice. Je fixais la signature falsifiée sur mon écran. Ils ont choisi la tromperie. Je choisis la loi, les preuves, les conséquences auxquelles ils ne peuvent échapper. 12 jours jusqu'à la clôture. La forteresse juridique était complète. Mon camion tourna dans l'allée le 14 juillet, 14 heures. Le soleil de Lyon brillait. Ma maison semblait exactement comme avant. Sauf que tout était différent. Je savais ce qui vivait à l'intérieur. La planification, la trahison. Et ils ne savaient pas que je savais. Le rideau bougea. Quelqu'un m'avait vu. Bon, j'attrapais ma valise, me déplaçais lentement. Maladresse calculée. Je suis rentré. Le voyage n'a pas marché. Édouard apparut, visage figé avant un sourire forcé. « Papa, tu es rentré tôt ?» Euphémie descendit, yeux calculants. 4 jours en avance. Mais la clôture était vendredi. Il pensait avoir le temps. L'altitude m'a eu. Maux de tête. « C'est dommage, » dit Euphémie avec fausse sympathie. Message de rentrée. Ils échangèrent un regard. Rapide, chargé de sens. Soulagement mêlé de recalcul. Ce soir-là, le dîner devint une guerre psychologique. « Papa, tu sembles un peu oublieux ces derniers temps ?» Je fis une pause. « Oublieux comment ?»« Petite chose. Égarer des objets, confusion sur les dates. » Euphémie se pencha. « C'est naturel à ton âge. Peut-être voir un médecin. » Ma main glissa dans ma poche. J'appuyai sur enregistrer. Je suppose que j'ai été un peu dispersé. Le soulagement d'Édouard était visible. Je voyais ce qu'il construisait. Vieil homme ne savait pas ce qu'il signait. Démence, confusion, leur échappatoire. Il ne réalisait pas qu'il construisait des preuves de culpabilité. Je touchai ma tempe. Est-ce que je semble vraiment si confus ? Pas confus, juste fatigué. Le lendemain, au déjeuner, elle tendit le piège. « Jacques, tu te souviens de ces papiers du mois dernier ? Documents juridiques ? Papiers ? Quel papier ? Formulaire de procuration. Tu les as signés pour qu'Édouard aide avec les finances.
Ma confusion était authentique. Mais pour eux, perte de mémoire. Ai-je signé quelque chose? C'est flou. C'est bon, papa, juste paperasse de routine. Si tu le dis, ma mémoire n'est pas ce qu'elle était. Le triomphe traversa le visage d'Euphémie. Il croyait avoir planté le doute. Chaque mot était enregistré. Chaque fausse accusation, preuve qu'il savait que la procuration n'était pas autorisée. Ce soir-là, je m'assis avec des écouteurs, écoutant les enregistrements. Je connectais le téléphone, sauvegardais les fichiers, envoyais des copies cryptées à Catherine Moreau. Preuve d'intention frauduleuse, 14-15 juillet. Plus tard, je passais devant leur chambre. Leur voix à travers l'interstice. Il ne se souvient même pas d'avoir signé. Parfait. S'il conteste, nous citons le déclin cognitif. Tu penses qu'il contestera? Il ne saura pas avant que ce soit fait. 3 jours de plus, puis nous sommes libres. Je me tenais dans le couloir, enregistrant. Il n'avait aucune idée. J'ouvris mon ordinateur. Message à Catherine. Ils ont mordu à l'hameçon. Établissent le récit du déclin cognitif. Réponse immédiate. Enregistrement clair. Preuve de conscience de culpabilité. À vendredi, 14h. Ce sera décisif. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. 3 jours rampèrent. Je maintins la performance. Confus, oublieux, inoffensif. Chaque matin, je les regardais devenir plus confiants. Chaque soir, j'ajoutais leurs mensonges au dossier. Le vendredi matin arriva. Costume de tribunal, bleu marine, cravate parfaite, chaussures cirées. Mon attaché-case en cuir, 30 ans au tribunal. À l'intérieur, dossiers organisés, preuves qui les détruiraient. J'ai quelques courses, de retour plus tard. Ils sourirent, soulagés. Dans 4 heures, ils seraient au bureau de séquestre, s'attendant à signer ma maison et collecter 150 000 euros. Au lieu de cela, ils feraient face aux conséquences d'avoir trahi un juge. Bureau de séquestre Soleil du désert, 2e étage, nord de Lyon. À travers les murs de verre, je les vis rassemblés. 13h50, Louis Chavez en bout de table. Édouard et Euphémie à gauche, énergie nerveuse. Richard Beaumont, l'acheteur parisien, à droite. Sarah Martinez, l'agent de séquestre, arrangeait des papiers. Tout procédait normalement. Juste une autre clôture. 14h exactement. Catherine Moreau à côté de moi. Prêt? Je suis prêt depuis 2 semaines. J'ouvris la porte. Toutes les têtes se tournèrent. Les conversations moururent. Le visage d'Édouard se vida de couleur. Euphémie se leva à moitié. Chavez semblait confus. Beaumont, agacé. Je marchais jusqu'au bout de la table. Posai mon attaché-case avec un clic décisif. Bon après-midi, je suis Jacques Laurent, propriétaire réel de la propriété que vous tentez d'acheter. Jacques? Euphémie se leva. Que fais-tu ici? J'ignorais, m'adresser à Martinez. Cette transaction ne peut pas procéder. La procuration est falsifiée. Papa, ce n'est pas... Tais-toi, Édouard. J'ouvris mon attaché-case, retirai le premier dossier. Je présente des preuves. Je plaçai l'affidavit devant Martinez. Voici ma déclaration sous serment que je n'ai jamais exécutée de procuration. Moreau tendit le 2e dossier. La propriété a été transférée dans une fiducie irrévocable, le 15 mai, 1 mois avant la date présumée de la procuration. Monsieur Laurent est la seule personne autorisée. Voici le dépôt du comté. Martinez examina, regarda Chavez. Avez-vous vérifié le statut de fiducie? Le visage de Chavez rougit. La procuration semblait légitime. Standard inclurait une recherche de titre, interrompit Moreau. Beaumont se leva brusquement. Vous m'avez dit que c'était propre? Euphémie essaya de reprendre contrôle. Jacques s'assignait mais est confus. Sa mémoire? Je sortis mon téléphone. Permettez-moi de clarifier ma mémoire. Je tapotai l'écran. La voix d'Euphémie remplit la pièce. S'il conteste quoi que ce soit, nous citons le déclin cognitif. Édouard. 3 jours de plus, puis nous sommes clairs. Euphémie. Puis nous sommes libres. J'arrêtai. Le silence était absolu. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui croyait innocemment que j'avais signé? Je retirai le 3e dossier. Photographie de surveillance, horodatée. Votre réunion de minuit avec Chavez le 2 juillet. Document sur ma table. Édouard signant. Euphémie présentant mes dossiers de mon coffre fracturé.
Je projetai les photos. Chaque image horodatée, indéniable. Beaumont se pencha, étudia, se tourna vers Chavez avec dégoût. « C'est de la fraude. J'appelle mon avocat. »« Nous ne savions pas... » commença Édouard. « Vous avez fracturé mon coffre, falsifié ma signature, rencontré Chavez à minuit. Vous saviez exactement. » Euphémie durcit en défiance. « Tu ne peux pas prouver. » J'ouvris le 4e dossier. Analyse comparative de signature. Ma signature authentique versus la contrefaçon. Notez les différences de pression. La formation de boucles sur le J. L'écart d'âge de l'encre. Qu'est-ce que je peux prouver ? Martinez ferma son dossier. Cette clôture ne peut pas procéder. Je suis tenu de signaler une fraude suspectée. Beaumont rassemblait ses affaires. Je parlerai avec mon avocat de votre négligence ? Édouard trouva sa voix. Papa, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je commençai à collecter mes dossiers. J'ai passé 30 ans à déterminer les conséquences pour ceux qui enfreignent la loi. Ça ne change pas parce que tu es mon fils. Je suis toujours ta famille. Je fis une pause, le regardai directement, maintins son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Tu as cessé d'être ma famille quand tu as essayé de voler ma maison. Maintenant, tu es juste un accusé. Je fermai mon attaché-case avec le même clic décisif. Vous aurez ma coopération avec toute enquête. Moreau ouvrit la porte. Je passai sans regarder en arrière. Édouard appela mon nom une fois. Je ne me retournai pas. Dans l'ascenseur, Moreau parla doucement. C'était dévastateur. C'était la justice. Quelle est-ce la suite ? Commissariat pour déposer des plaintes, puis la banque, puis changer les serrures. Ils ne sont plus les bienvenus. Je sortis dans le soleil brillant, me sentant plus léger. La bataille était gagnée. Maintenant venaient les conséquences. Au commissariat de Lyon, l'inspectrice Rodriguez examina mon dossier. Procuration falsifiée, photos, enregistrement audio. Je jouais la voix d'Euphémie. S'il conteste, nous citons le déclin cognitif. Monsieur Laurent, vous accusez votre propre fils. Certains pères n'ont pas passé 30 ans à défendre la loi. Je ne suis pas ce père. La semaine suivante, Édouard avoua. Euphémie nia jusqu'aux emails parisiens, puis le blâma entièrement. Elle déposa une demande de divorce. Elle planifiait de le quitter de toute façon. Moreau déposa des poursuites civiles. 100 000 €. Le jugement les suit pour toujours. C'est le but. 29 juillet. Expulsion accordée. 1er août. Édouard vint à ma porte. « Papa, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tu as fait des choix calculés. Tu es mon père. J'étais ton père. Tu as fait de moi une victime. » Je fermai la porte, changeai les serrures. 28 août. Tribunal de grande instance du Rhône. Pendant 30 ans, j'étais entré par les couloirs judiciaires. Maintenant, je passais par les détecteurs. « Coupable, votre honneur », murmura Édouard. « Coupable ?» dit Euphémie. Harrison lut ma déclaration. La relation n'excuse pas le crime, elle l'aggrave. Probation, amende, restitution, interdiction professionnelle. Le marteau tomba. Sur les marches, Georgette attendait. La justice a prévalu ? Quelle est la suite ? Conseil juridique pour les personnes âgées. M'assurer que cela n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Dans mon allée, je restais assis tranquillement. Je n'aurais jamais pensé que mon fils se tiendrait où les accusés se tenaient. Il avait eu tous les avantages. Il avait choisi l'avidité. J'avais choisi la justice. Certains pères lui auraient pardonné. Mais je n'avais pas survécu 30 ans dans les tribunaux en acceptant la victimisation. Nouvelle serrure, paix restaurée. J'avais perdu mon fils. Ça faisait mal. Mais j'avais gardé ma dignité, ma maison, mon respect. La justice n'est pas toujours gentille, mais elle est toujours juste. Je fis du café, recherchai des programmes juridiques bénévoles, transformant la douleur en but, la trahison en protection pour les vulnérables. Ils avaient essayé de faire de moi une victime. J'avais refusé. Ce refus, c'était la vraie victoire. Certains liens sont sacrés, certaines trahisons sont impardonnables, et c'est acceptable. La maison était silencieuse, la mienne seule maintenant. Sûre, défendue chez moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne,
c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.